Le critère B du DSM-5 stipule que les compétences scolaires ou universitaires perturbées doivent l'être nettement en dessous du niveau qui est attendu pour l'âge chronologique du sujet et que cette différence, hein, ce décalage, doit pouvoir être estimé de manière quantifiable. On va le voir après par le biais notamment de l'utilisation de tests standardisés et normés. Ces difficultés doivent de plus interférer de façon significative avec les performances donc scolaires, universitaires, voire professionnelles ou avec les activités de la vie courante. Comme on va du coup pouvoir le mettre en avant grâce à ces tests standardisés qui doivent être administrés de façon individuelle et en complément à une évaluation clinique qui est complète. Ce que nous dit aussi ce critère B, c'est que, pour les individus qui ont 17 ans et plus, des antécédents avérés, donc documentés, de difficultés d'apprentissage peuvent se substituer à une évaluation standardisée. Donc si vous recevez un patient qui a 17 ans ou plus, pour lequel vous avez déjà, de la documentation concernant des antécédents de troubles spécifiques des apprentissages en langage écrit, vous n'êtes pas obligé de refaire une évaluation standardisée, mais à partir de ces antécédents et des éléments cliniques que vous allez recueillir, vous allez pouvoir directement poser votre diagnostic orthophonique. Et ça, c'est trop bien. Donc si on reprend les éléments de ce critère B, premier point, l'objectivation. Il va falloir qu'on utilise obligatoirement des tests normés et standardisés pour objectiver le déficit de notre patient. On va voir que l'usage obligatoire de tests normés, d'accord, mais finalement, qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition? On va en parler un petit peu plus sur les diapos suivantes. Le deuxième point, c'est la question des interférences qui doit être appréciée par le biais notamment de relevés scolaires, de bulletins scolaires ou lorsque le patient, par exemple, rapporte un évitement des situations qui mettent en jeu ses compétences. Ça, c'est notamment chez les patients les plus grands, voire les adultes. Le dernier point, c'est l'évaluation clinique. Donc ces éléments objectifs en lien avec ces éléments d'interférence doivent venir compléter une évaluation clinique qui consiste en une synthèse clinique des antécédents du sujet, donc qu'il s'agisse d'antécédents développementaux, d'antécédents médicaux, familiaux ou pédagogiques. Et là, on refera un lien quand on va essayer d'imbriquer toutes les pièces de ce puzzle. On refera un lien avec notamment ce qu'on peut recueillir au niveau de l'anamnèse. Donc si on revient sur ces données psychométriques, on est obligé d'utiliser des tests standardisés et normés, mais le DCM nous dit qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel test et qu'il faut qu'on utilise des tests qui ont une bonne validité psychométrique. Je vais vous inviter à poursuivre votre parcours de formation pour en découvrir plus à ce sujet et on verra ce que ça implique pour notre pratique. L'autre point, c'est que ces tests doivent être proposés en passation individuelle, donc pas en groupe classe. On ne fait pas de diagnostic à l'appel en groupe. C'est une passation individuelle qui est nécessaire pour pouvoir poser un diagnostic orthophonique. Quant à la question du seuil diagnostic, le DSM nous rappelle qu'en fait, on est sur un continuum de performance et que si on a un indicateur traditionnel qui est fixé au 7e percentile, le praticien peut tout à fait décider d'appliquer un seuil qui est différent à partir du moment où cette décision, elle est étayée par des éléments cliniques. Par exemple, un patient qui va avoir des résultats à nos épreuves qui sont pas déficitaires, mais en zone de fragilité, par exemple, mais qu'il nous rapporte qu'en fait, il est en réussite moyenne, pour le coup, grâce à des niveaux qui sont vraiment extrêmement élevés et importants d'engagement et d'effort, et qu'on est dans des niveaux qui sont comme démesurés ou largement supérieurs à ce qui serait normal au niveau d'enseignement du patient. Bon, on en a des patients qui réussissent, mais qui font 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie de devoirs tous les soirs. Le week-end, ils passent tout leur samedi, tout leur dimanche à revoir leurs cours, à retravailler, à essayer de comprendre. Et donc forcément, après, ils sont peut-être moins en difficulté que d'autres dans leur classe, mais on est sur des niveaux d'effort qui sont complètement démesurés et inadaptés.
Donc, quand on est dans cette situation-là, on va pouvoir adopter un seuil diagnostique qui est un petit peu différent et mettre en avant le fait que on a des éléments cliniques qui nous permettent quand même d'appuyer le fait que notre patient, il est quand même pas dans un fonctionnement normal et qu'on va pouvoir éventuellement poser un diagnostic à partir du moment où les autres critères diagnostiques sont remplis. D'autre part, on sait que les patients qui ont un trouble du langage écrit font preuve de façon assez typique, mais pas invariable, de performances médiocres aux tests qui concernent les traitements cognitifs. Donc, ce que nous disent les auteurs du DSM-5, c'est qu'il est difficile en fait de savoir si ces anomalies cognitives sont la cause, le corrélat ou bien la conséquence des difficultés d'apprentissage. Pour l'instant, au niveau théorique, c'est quand même pas très très clair de savoir comment ça fonctionne et quels sont les liens, on va dire, de cause à effet. D'autre part, ces déficits sont retrouvés dans d'autres TND que juste le trouble spécifique des apprentissages. Et donc finalement, les auteurs concluent sur le fait que ça ne va pas être des éléments qui vont être contributifs au diagnostic. Et dans ce cadre-là, l'évaluation de ces compétences n'est pas requise pour l'évaluation diagnostique. Ils nous serviront autrement à d'autres moments de notre démarche clinique, mais au niveau diagnostic, on ne va pas avoir besoin d'aller évaluer ces compétences-là. Alors justement, si on se pose la question de quelles sont les compétences qu'on va aller évaluer, on va commencer à s'intéresser aux recommandations de bonnes pratiques de prévention, d'évaluation et de remédiation des troubles du langage écrit. Dans les recommandations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il va y avoir des épreuves de première intention, donc on va proposer systématiquement à nos patients. Ces épreuves, ce sont de la lecture de textes, donc signifiants, et la très franco-française lecture de texte non signifiant, qui est en fait de la lecture de texte sans cohérence, puisque chaque mot du texte a un sens en lui-même, et ce qui manque dans ces textes-là non signifiants, c'est en fait de la cohérence sémantique quand on met ces mots les uns à côté des autres pour faire une simili-phrase. Donc, Eddie Cavalli propose de parler de textes sans cohérence plutôt que de textes non signifiants. Et encore une fois, c'est vraiment très franco-français, ça n'existe pas du tout dans la littérature internationale et anglophone. Donc voilà, on peut se poser un petit peu la question de l'usage de ce texte qui finalement ne fait pas référence à des référentiels diagnostiques, qui n'est pas du tout écologique pour nos patients. Donc, à part les mettre sur une tâche complètement déstabilisante parce que c'est pas quelque chose qu'ils font dans leur vraie vie, on va pas évaluer grand-chose d'autre que leur capacité d'adaptation à ce texte étrange. Et enfin, on peut entendre souvent, bah oui, mais on va pouvoir juger de l'aide avec l'appui sur le contexte. Il n'empêche que au jour d'aujourd'hui, l'appui sur le contexte, c'est peut-être une compensation naturelle qu'on met en place au cours de notre activité de lecture, et que dans tous les cas, écologiquement parlant, on lit des textes qui ont du sens et de la signification, et que donc c'est quelque part une stratégie naturelle que n'importe quel lecteur met en œuvre. Donc on peut se questionner sur pourquoi il faudrait priver de ça les patients qu'on va bilanter pour vérifier comment ils se débrouillent au niveau de leur lecture. Le deuxième point, c'est de la dictée de mots. Donc pour les recommandations de bonne pratique qui vont nous permettre uniquement d'aller évaluer les aspects lexicaux et grammaticaux. Et donc l'ensemble de ces épreuves-là doit être analysé, on va dire, en termes de vitesse et en termes de précision. S'il y a un échec et donc des scores déficitaires à l'une de ces épreuves-là, on va proposer ensuite nos fameuses épreuves de seconde intention. Donc pour les recommandations de bonne pratique, ils proposent de la lecture de mots, donc à la fois des mots réels existants, mais aussi des pseudomots. Donc ça, c'est aussi très franco-français. Donc pour évaluer les conversions grapho-phono, pourquoi pas, mais en dehors de ça, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. On va retrouver aussi de la compréhension écrite, donc de phrases et de textes. Bon, on a vu que dans le critère A du DSM-5, c'était un symptôme diagnostique à part entière et qui était indépendant du niveau de lecture. Donc finalement, moi, ça me dérange un petit peu qu'il n'intervienne qu'en seconde intention ici. Et on pourrait du coup se dire que s'il n'y a pas
de déficit au niveau des épreuves de première intention, on ne va pas aller évaluer ces épreuves de seconde intention. Donc possiblement, quand le DSM-5 nous dit il peut y avoir des difficultés de compréhension écrite alors que le texte est lu correctement, en adoptant ces recommandations de bonne pratique, on ne va pas pouvoir mettre ce point-là en avant. En dernier lieu, dans les recommandations de bonne pratique, en seconde intention, on va nous proposer des épreuves d'orthographe qui vont nous permettre d'aller apprécier à nouveau les aspects lexicaux et grammaticaux, mais cette fois-ci avec de la décision lexicale et de la closure en choix multiples, alors qu'on sait pourtant tout le mal de l'exposition à l'erreur par rapport à de l'apprentissage sans erreur, et qu'on connaît très bien aussi la difficulté à gérer ce genre de situation d'exposition à l'erreur, alors que les représentations orthographiques sont des représentations qui sont globalement peu stables, y compris pour nous, scripteurs experts, hein. À force d'être confrontés aux erreurs de nos patients, des fois, on finit nous-mêmes par douter de l'orthographe de certains mots. Donc on peut s'imaginer chez des patients ou chez des enfants qu'on reçoit en bilan, combien cette épreuve peut être pénible et peut-être pas forcément représentative finalement de ce qu'ils savent vraiment faire si on les met juste en tâche de transcription pure. Donc par rapport à cette proposition-là, il y a quand même des points qui sont un petit peu embêtants et qui chatouillent un petit peu, qui gratouillent un petit peu et qui, je trouve, ne sont pas tellement en accord avec le DSM-5, même si c'est sur ce référentiel diagnostic-là que s'appuient les recommandations de bonne pratique. Donc moi, je vais vous proposer autre chose, un petit peu plus en lien avec notre référentiel diagnostic, parce que voilà, j'aime être bien accompagnée, rassurée et avoir des éléments scientifiquement robustes pour conduire ma démarche diagnostique. Donc si on s'appuie sur les éléments du DSM-5, qu'est-ce que ça va donner dans notre démarche diagnostique au niveau des épreuves qui vont nous servir à l'objectivation des difficultés? Donc au niveau de l'objectivation, on va pouvoir proposer donc en première intention une épreuve de lecture de texte qu'on va analyser toujours en termes de précision et de vitesse, et donc une lecture de texte signifiant. On a compris pourquoi. En deuxième point, on va proposer de la compréhension écrite de texte à nouveau. Si je vous le remets dans l'ordre du DSM. Donc en deuxième, de la compréhension écrite, plutôt de texte. À mon sens, c'est plus écologique, encore une fois, ça correspond plus à la réalité de nos patients. Globalement, quand on fait de la lecture pour comprendre, on est souvent rapidement au niveau des textes, et donc c'est plus écologique. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si nos patients sont en réussite au niveau de la lecture de texte, on peut faire l'hypothèse qu'au niveau de la compréhension écrite ou de la lecture de mots, ils seront performants aussi, ou de phrases pour la compréhension écrite. Ensuite, on va arriver au niveau de l'orthographe avec des épreuves de dictée de phrases qui vont nous permettre d'avoir des informations, un certain nombre d'informations sur les compétences à la fois lexicales de notre patient, mais aussi sur les compétences phonologiques. Si on se rappelle des 4 symptômes du DSM-5, il manque en fait l'orthographe grammaticale et en fait par le biais du récit écrit. Donc on pourrait proposer aussi une épreuve de récit écrit pour aller analyser les compétences en orthographe lexicale et puis pour voir aussi les compétences au niveau narratif de notre patient. Globalement, le récit écrit, c'est une épreuve qui est vraiment très très laborieuse et on a peu de patients qui sont en capacité de subir, on va dire, ce type d'épreuve-là. Donc, comme on nous le dit dans le critère A du DSM-5, c'est au moins un des 4 symptômes. Donc, à partir du moment où on en a déjà un qui est validé, on n'est pas obligé de valider tous les autres. Et dans l'absolu, on pourrait s'en tenir qu'à une seule épreuve à partir du moment où elle est déficitaire. On a de quoi poser notre diagnostic orthophonique. Alors, on sait que notre diagnostic ne sera pas précis si on n'évalue pas les autres éléments. On sait qu'ensuite, pour le lien avec notre projet thérapeutique, ça va être insuffisant. Mais encore une fois, dans l'absolu, pour poser notre diagnostic orthophonique, une seule épreuve pourrait suffire. Et en tout cas, on n'est pas obligé de proposer les 4 si c'est trop coûteux pour notre patient. Sur ces épreuves de seconde intention, ce qu'on peut proposer,
c'est du coup des épreuves qu'on va interpréter en termes d'analyse comparative. Le but de ces épreuves, ça va être de pouvoir faire des comparaisons entre les compétences de nos patients dans ce type d'épreuve versus les épreuves qu'on a proposées au niveau diagnostic, donc en première intention. Par exemple, on va pouvoir comparer la lecture de texte versus la lecture de mots. Donc, dans quel contexte mon patient est le plus en difficulté? Est-ce que c'est en lecture de texte ou en lecture de mots? Idem pour la compréhension écrite, de texte versus la compréhension écrite de phrases. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a un lien avec un effet de surcharge cognitive. Quand notre patient est moins performant, quand il y a plus de charge cognitive, donc en lecture de texte ou en compréhension écrite de texte, voire en dictée de phrase, avec par exemple une majoration des erreurs, notamment d'ordre phonologique, ou à l'inverse, un patient qui peut-être va être plus performant en lecture de texte ou en compréhension écrite de texte, où à ce moment-là, on va se dire finalement, il tire bénéfice du contexte, par exemple, pour pouvoir mieux lire ou mieux comprendre. L'autre point de ce deuxième temps d'évaluation concerne les les compétences cognitives sous-jacentes, donc ces fameux traitements cognitifs dont on vient de parler, qui ne sont pas au programme de l'évaluation diagnostique, je vous le rappelle. Ils sont pourtant essentiels, mais ça va être plutôt au programme de l'analyse fonctionnelle, dont nous reparlerons dans les autres modules de formation. Enfin, sur ce critère B, le dernier point, c'est l'interférence, la question de l'interférence des difficultés. Et donc, on va aller rechercher une interférence qui peut être à la fois au niveau scolaire, universitaire ou professionnel, en appui du coup sur les relevés scolaires, les bulletins, les notes ou les évaluations des enseignants. Et chez l'adulte, ça peut se traduire aussi par un évitement des activités qui requièrent ces compétences, on l'a déjà évoqué. Et donc ça, on peut l'apprécier soit au cours de nos échanges pendant l'anamnèse ou par l'aide de questionnaires d'auto ou d'hétéro-évaluation. L'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur la plainte dont on a déjà parlé au niveau du critère A pour creuser et aller rechercher quel pourrait être l'impact fonctionnel chez mon patient et dans quelle mesure cet impact fonctionnel traduit une interférence des difficultés avec la vie quotidienne du patient. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce critère B et je vous invite à me retrouver dans les autres critères dans la suite de votre parcours de formation.